Imaginez une ville coincée entre le bleu azur d'une gigantesque baie de la mer Égée et l'ombre des contreforts balkaniques. Parmi eux, le mont Coriatris, le plus proche, trône en majesté offrant sa vigilante veille à la cité qui s'étend à ses pieds. Imaginez une ville qui a traversé l'histoire, romaine, byzantine, grecque, ottomane, chaque pierre y a un récit. Imaginez une ville où des langues de tout le bassin méditerranéen se mélangent joyeusement, où les odeurs de poisson, d'épices, d'ail et d'huile d'olive embaument les cuisines. Cette ville peut se targuer d'être la deuxième plus grande de Grèce, ainsi que le plus grand port des Balkans. On l'appelle aujourd'hui Thessalonique, mais elle répondait hier au nom de Salonique. Elle fut peuplée de Slaves, de Turcs, de Grecs, mais surtout de Juifs. Des Juifs qui y étaient tellement nombreux que le port en était fermé le samedi, jour du Shabbat. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire l'histoire d'une personne, ou nous n'allons pas décrire une religion, mais nous allons parler d'une communauté, de son apogée et de son déclin, celle des Juifs et des Juives de Salonique. Je suis Trente Denier pour Élie Garé, et aujourd'hui je vous plonge dans l'histoire de la Jérusalem des Balkans. All'Africa me vou a ir, me vou sentar e te vou escrever una letra, la letra da amistad. Dime si estás preñada, me envías a avisar. Notre histoire débute en 1492. Cette date est à retenir car elle est utilisée par convention par les historiennes et par les historiens pour marquer la césure entre le Moyen-Âge et la période moderne. Trois événements fondamentaux s'y produisent en Espagne alors gouvernée par des rois catholiques. La fin de la Reconquista, donc disparition du royaume musulman de Grenade, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ce type d'expulsions sont monnaie courante dans l'Europe chrétienne, mais celle-ci a une résonance particulière en raison de l'importance démographique, économique et culturelle de la communauté juive d'Espagne. Au passage, Espagne se dit séfarade en hébreu, terme qui sert depuis lors à désigner les nombreuses communautés juives issues de la péninsule ibérique. Ces juifs expulsés se répartissent principalement autour du bassin méditerranéen et notamment dans l'Empire ottoman en pleine expansion. Que ce soit dans l'Europe chrétienne ou dans l'Empire ottoman musulman, dans les deux cas, les Juifs ne sont pas traités sur un pied d'égalité vis-à-vis des croyants de la religion dominante dans le pays. Mais leur statut est à cette époque nettement plus favorable en terre ottomane, ce qui explique l'afflux de Juifs séfarades vers ces terres. Selanik, comme on appelle la ville en turc, a été conquise aux Byzantins par les Ottomans en 1430, avant même la conquête de Constantinople en 1453. Suite à cette conquête, elle perd une partie de sa population. Alors il existait déjà sur place une petite communauté juive grecque depuis l'Antiquité, ceux qu'on appelle les Romagnotes, mais ils vont être très vite en minorité face aux nouveaux habitants séfarades. All'Africa me vou a ir, me vou sentar e te vou escrever una letra, la letra da amistad. Dime si estás preñada, me envías a avisar. Pour comprendre qui étaient ces Juifs de Salonique, un bon point d'entrée est leur langue, le judéo-espagnol. Une langue dérivée de l'espagnol du XVe siècle, incorporant beaucoup de vocabulaire hébreu, un peu de turc, du grec et le tout écrit en alphabet hébraïque. Le giudesmo, comme ses locuteurs l'appellent, contient aussi du vocabulaire italien, ce qui nous éclaire d'ailleurs sur la trajectoire des Juifs de Salonique. Tous n'arrivent pas directement d'Espagne, mais transitent par d'autres pays comme l'Italie ou le Portugal, dont ils rapportent des éléments culturels et linguistiques. Et sachez justement que la voix que vous entendez à chaque passage de chapitre dans cette vidéo, eh bien c'est justement une Turque qui chante en judéo-espagnol. Il s'agit de Corinne Callot, enregistrée par la linguiste Yona Aminian pour sa thèse de doctorat. Je vous mets le lien pour retrouver tous ces enregistrements en description de la vidéo. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est en tout cas que chaque groupe juif qui arrive va créer sa propre communauté avec des spécificités religieuses et culturelles propres à ses origines. On retrouve des synagogues nommées Sicilia, Calabria, Provincia, Mallorca, reflétant à chaque fois les origines de leurs fondateurs.
Ce n'est pas une, mais plusieurs tribus d'Israël qui trouvent refuge à Salonique et s'y implantent durablement, représentant jusqu'à 68% de la population locale en 1613. Contrairement à d'autres villes où ils ne forment que de petites minorités, à Salonique, les Juifs sont représentés dans tous les métiers, dans toutes les classes sociales. On retrouve des Juifs pêcheurs, dockers, banquiers, manufacturiers et puis dans bien d'autres métiers encore. Al África me vou a ir, me vou sentar e te vou escrever una letra, la letra da amistad. Dime si estás preñada, me envías a avisar. Entre 1665 et 1666, le monde juif est en ébullition dans toute l'Europe et dans l'Empire ottoman à cause d'un homme, Sabbatai Tzvi, qui dit être le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, attendu par le peuple d'Israël, celui qui le conduira à la Géoula, la rédemption. Ses adeptes sont extrêmement nombreux, mais il a aussi beaucoup de détracteurs. Parmi eux, des rabbins de l'Empire ottoman parviennent à convaincre le sultan de le faire emprisonner pour faire cesser les troubles. Il est alors sommé par le souverain de démontrer ses pouvoirs surnaturels en résistant à une volée de flèches ou bien de se convertir à l'islam. Il choisit la seconde option. En septembre 1666, Sabbatai Tzvi, prétendu prophète juif, devient donc musulman. Forcément, c'est le genre de choses qui casse un petit peu l'ambiance parmi ses supporters, mais certains ne le renient pas pour autant et continuent de le suivre, allant même jusqu'à l'imiter dans son apostasie en se convertissant à leur tour à l'islam. Ses disciples sont nombreux à Salonique car il y a séjourné durant une période qui se situe approximativement entre 1651 et 1653. On n'est pas sûr de la date exacte du séjour. Bref, beaucoup se souviennent du mystique charismatique qu'il était dès l'époque de son séjour à Salonique, et cela doit expliquer en partie au moins l'importance de ceux qui lui restent fidèles dans cette ville, même après sa conversion à l'islam. Les fidèles en question vont former une communauté très spécifique, les Dönmö. Alors pour la petite blague, le mot a la même racine que Döner, qu'on retrouve dans Döner Kebab. Les deux mots dérivent en effet du verbe dönmek, qui veut dire tourner. La raison est toute simple, on parle pour ces disciples de juifs qui se sont tournés, qui se sont convertis à l'islam. Mais cette conversion est tout à fait partielle. En fait, les Dönmö pratiquent un crypto-judaïsme. C'est-à-dire qu'en apparence extérieure, ils sont musulmans, ils professent la confession de foi musulmane, le shahada, ils s'habillent à la manière musulmane, ils prient dans des mosquées, mais secrètement, ils continuent de pratiquer beaucoup de rites juifs. Ils ne se marient qu'entre eux, ils prient en judéo-espagnol, ils continuent à Salonique d'enterrer leurs défunts dans un cimetière collé au cimetière juif. Et ces Dönmö vont continuer à habiter Salonique des siècles durant, ajoutant une énième couche de diversité à une ville qui ressemble déjà à une sacrée mosaïque. Sachez que je prépare une vidéo entière consacrée à Sabbatai Tzvi, donc je rentre pas trop aujourd'hui dans les détails volontairement. Restez à l'affût sur la chaîne pour en apprendre plus quand je la sortirai. Al África me vou a ir, me vou sentar e te vou escrever una letra, la letra da amistad. Dime si estás preñada, me envías a avisar. Le 19e siècle va apporter beaucoup de changements à Salonique sous l'impulsion de trois mouvements historiques distincts. Le premier porte le nom de Tanzimat. Il s'agit d'un vaste mouvement de réforme qui est initié à partir de 1839. Ce Tanzimat consiste globalement à renforcer les institutions impériales au détriment des institutions communautaires. En gros, on va quitter le système dans lequel chaque sujet de l'Empire ottoman est géré par sa propre communauté, avec des lois spécifiques et une certaine autonomie, pour aller vers un système plus individualisé dans lequel toutes et tous dépendent directement des institutions étatiques. Attention, ça veut pas dire une égalité totale pour autant. L'ancien système est affaibli, mais perdure encore. Le sultan est également calife, c'est-à-dire commandeur des croyants, et les musulmanes et musulmans jouissent toujours d'un droit privilégié par rapport aux autres. Même si ces changements sont limités, ils sont réels et les juifs de Salonique voient leurs conditions de vie évoluer. Le deuxième mouvement important, au 19e siècle, a lieu sur le plan des idées. Il s'agit de la Haskalah, c'est-à-dire le mouvement des Lumières juifs qui touche Salonique également. Des journaux très nombreux sont fondés pour promouvoir la Haskalah, des maskilim on les appelle, qui mettent en avant une éducation moderne qui ne soit plus exclusivement religieuse. Autant vous dire que les rabbins ne vont pas être tout à fait d'accord.
On peut citer l'exemple de Saadi Alevi, principal patron de presse de Salonique. Il va subir en 1874 un érem, c'est-à-dire une excommunication, de la part des rabbins pour d'obscures questions d'observance du Shabbat. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il critique l'autorité que les rabbins ont sur le quotidien des Juifs de Salonique. Un siècle plus tôt, un érem aurait été l'équivalent d'une mort sociale absolue. Mais grâce au mouvement d'évolution juridique qui diminue les droits communautaires dont on vient de parler, les tanzimat, eh bien là, il n'en est rien. Saadi Alevi peut continuer de vivre tranquillement à Salonique. Ses journaux, l'un en judéo-espagnol, l'autre en français, sont les plus lus de la ville. Et puisqu'on parle du français, ça nous emmène au troisième mouvement qui va affecter la vie des Juifs de Salonique. Au cours du 19e siècle, le français va devenir leur seconde langue après le judéo-espagnol. C'est un changement auquel on assiste dans tout le bassin méditerranéen où les Juifs vont devenir francophones et francophiles. L'explication est liée au développement de l'Alliance israélite universelle, une institution fondée en France à l'origine et qui existe toujours aujourd'hui. Une institution qui se donnait comme mission d'émanciper, de moderniser les communautés juives du monde musulman via l'éducation et la diffusion de la culture française. En gros, c'était une forme de soft power qui n'allait pas sans un certain mépris pour les cultures juives locales jugées arriérées. Mais bon, ça a marché. Donc si on résume, un mouvement de réforme juridique de l'Empire, les Tanzimat, un mouvement philosophique et d'évolution des mentalités propres au judaïsme, et une francisation des communautés juives, trois évolutions qui impactent directement l'identité des Juifs et des Juives de Salonique. Ces derniers, toutefois, ne se dissolvent pas dans le reste de la population. On n'assiste pas à un mouvement d'assimilation comparable à ce qu'on connaît à la même époque dans l'Europe de l'Ouest. A l'Africa me voy me voy sentar y te voy escribir una letra, la letra de amistad. Dime si estás preñada, me envías a avisar. En 1912, Salonique devient grecque, c'est-à-dire que le royaume de Grèce va conquérir la région de Salonique face à un empire ottoman qui est de plus en plus en recul dans les Balkans. Du coup, les Juifs de Salonique passent d'un empire à un État-nation, et ça va avoir pas mal de conséquences sur le long terme. Les États-nations s'accommodent beaucoup moins bien des minorités ethnico-religieuses autonomes que les empires. De fait, le nationalisme grec, qui tente d'homogénéiser la population sur son territoire, n'apprécie pas du tout l'existence d'une ville dont la majorité est juive et dont la langue principale n'est pas le grec. L'antisémitisme grandit. La Grèce entreprend de helléniser la ville. Un grand marqueur de ce changement, c'est la fin du Shabbat comme jour de repos hebdomadaire à Salonique. Les Juifs vont donc aller jusqu'à la Société des Nations pour défendre ses spécificités locales, sans succès pour eux. Le grand incendie de 1917 ravage un tiers de la ville, dont beaucoup de quartiers juifs. La municipalité profite de la reconstruction pour effacer les traces du passé non grec. Le processus prend une énorme accélération à partir de 1923, date à partir de laquelle la Grèce et la Turquie, fondées suite à l'effondrement de l'Empire ottoman, signent ensemble un accord de paix qui prévoit un transfert de population. Les Turcs de Grèce seront déplacés en Turquie et vice-versa. Quand je parle de Turcs et de Grecs dans ce contexte précis, ça veut en fait dire musulmans d'un côté et chrétiens orthodoxes de l'autre. C'est ainsi que nos Dönmeux, qui sont, on le rappelle, des juifs séfarades convertis superficiellement à l'islam, vont devoir quitter Salonique pour la Turquie, comme les autres musulmans en fait. En échange, Salonique va recevoir des migrants grecs, dont certains qui ont le turc pour langue maternelle. Le départ des Turcs et l'arrivée des Grecs, donc des chrétiens orthodoxes, va énormément modifier l'équilibre démographique de la ville. Les Juifs vont se retrouver en minorité. La conséquence, encore plus d'antisémitisme. Car certains de ces Grecs venus de Turquie, déracinés, complètement paupérisés, eh bien, ils vont faire des Juifs les boucs émissaires de leurs souffrances. C'est dans ce contexte qu'a lieu le pogrom du quartier de Campbell à l'été 1931. Des réfugiés grecs d'Asie mineure, chauffés à blanc par les discours de la droite nationaliste, s'en prennent à des populations juives relogées suite à l'incendie de 1917. Face à cette situation, les Juifs de Salonique émigrent en nombre important vers l'Europe de l'Ouest, vers les Amériques ou encore vers la Palestine mandataire. Par exemple, l'entreprise Danone, que vous connaissez sûrement, est créée à Barcelone en 1919 par Isaac Carasso, un juif de Salonique qui a importé le savoir-faire du yaourt des Balkans.
D'ailleurs, le mot yaourt vient du turc yoğurt. Isaac Carasso choisit Danone comme nom pour son entreprise en référence à son fils prénommé Daniel. Bref, malgré les troubles, la situation va finir par se stabiliser. Les Juifs vont apprendre le grec, qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart avant la conquête, et faire valoir leurs droits en participant à la vie politique du pays. À l'Africa me voy ir, me voy sentar y te voy escribir una letra, la letra de amistad. Dime si estás preñada, me envías a avisar. Comment parler de l'histoire d'une communauté juive sur le continent européen sans en venir au drame de la Shoah? En quelques mois, tous ces siècles de présence juive sont rayés de la carte. Mais vraiment, littéralement rayés de la carte. Il n'en reste presque plus rien. Les Allemands occupent Salonique à partir d'avril 1941. Au début, ils sont prudents dans l'application des mesures antisémites. La presse juive, très importante à Salonique, est interdite. Par ailleurs, les Juifs souffrent de la faim comme les autres Grecs. On assiste au passage d'un premier palier dans la violence en juillet 1942. Tous les hommes juifs de 18 à 45 ans sont amenés sur la place de la Liberté, la place centrale de la ville. Là, on leur fait faire des exercices physiques humiliants, tout l'après-midi sous un soleil brûlant. À la suite de quoi, 4000 d'entre eux sont envoyés réparer des routes dans des zones où sévit le paludisme. C'est un carnage. Ils tombent comme des mouches. Par la suite, les Allemands réclament 3,5 millions de drachmes à la communauté juive de Salonique pour libérer ces forçats. Ils parviennent péniblement à en réunir 2 milliards, ce qui n'est donc pas suffisant. Du coup, les Allemands proposent un autre deal. Ils acceptent de libérer les prisonniers contre la rançon incomplète, mais en échange, les Juifs et les Juives doivent accepter de laisser certaines zones anciennes de leur cimetière être démolies. Alors en vrai, les nazis n'en ont rien à faire de ce cimetière. Ils font ça juste pour répondre à une demande de la municipalité grecque de Salonique. Ce cimetière immense, plus de 300 000 tombes, est le plus grand d'Europe. Et il représente un obstacle à l'expansion urbaine de la ville. C'est ultra cynique en fait. La mairie voit dans l'occupation allemande un moyen de régler le problème définitivement. La communauté juive finit par accepter. C'est une décision atroce pour eux. La religion juive interdit strictement de désaffecter un cimetière, d'en retirer les morts. Puis en fait, l'accord n'est pas du tout tenu. C'est tout le cimetière qui est démantelé et pas juste les parties anciennes. C'est vraiment une initiative de la municipalité. Les Allemands, eux, ils laissent simplement faire. Les pierres tombales et le marbre sont réutilisés pour servir notamment à refaire le sol d'une basilique, d'une piscine pour les Allemands, de latrines, d'un dancing. Encore de nos jours, ces pierres tombales sont disséminées un peu partout dans les fondations des bâtiments de Thessalonique. Et le campus universitaire de l'université Aristote, la plus importante du pays, a été construite sur l'emplacement du cimetière. Donc les Juifs de Salonique ont perdu jusqu'au souvenir de leur mort avant d'être même engloutis dans la machine génocidaire nazie. Quelques mois plus tard, en effet, la déportation des Juifs et des Juives est organisée méthodiquement. Et l'un des aspects les plus abominables de la chose, c'est que les Allemands, qui sont peu nombreux, s'appuient sur une police juive pour contrôler leurs victimes. Les Juifs sont parqués dans des ghettos. Le premier convoi part en mars 1943 pour Auschwitz. Les Juifs de Salonique sont tellement nombreux que ça dure plusieurs mois. 49 000 Juifs de Salonique sont déportés au total. À titre de comparaison, on a déporté 76 000 Juifs en France. Donc pour une seule ville, on a l'équivalent de 2/3 des déportés de la France entière. Il faut bien se rendre compte de ça. La plupart des déportés sont directement assassinés dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Les Juifs de Salonique sont aussi très nombreux dans les Sonderkommando d'Auschwitz, les équipes chargées de retirer les corps dans les chambres à gaz. Ils sont choisis car, contrairement à la vaste majorité des déportés, ils ne comprennent pas un mot de yiddish et ne peuvent donc pas communiquer avec d'autres prisonniers. En octobre 1944, ces Saloniciens des Sonderkommando d'Auschwitz lancent une révolte désespérée. Ils prennent d'assaut les fours crématoires, parviennent à tuer quelques gardes. Mais évidemment, ils sont réprimés dans un bain de sang. Ils sont presque tous tués. Shlomo Venezia est l'un des rares survivants. On peut lire son histoire dans ses mémoires, vous trouverez la référence en description de cette vidéo. Au final, 96% des Juifs de Salonique meurent durant la Shoah. Il n'y a qu'en Pologne que le génocide atteint de telles proportions. A l'Africa me voy ir, me voy sentar y te voy escribir una letra, la letra de amistad. Dime si estás preñada, me envías a avisar.
Au sortir de la guerre, c'est le chaos en Grèce. Une guerre civile éclate entre le gouvernement et les communistes. La droite monarchiste réactionnaire l'emporte en 1947 et fait tout pour invisibiliser le sort des Juifs sous l'occupation. Une petite communauté se reconstitue dans cette ville qu'on appelle désormais Thessalonique, mais la plupart des survivants émigrent. La mémoire des Juifs locaux et de la Shoah met beaucoup de temps à émerger à Thessalonique. Les maires conservateurs qui se succèdent à la tête de la municipalité ne veulent tout simplement pas en entendre parler. D'abord parce que ça rompt avec le narratif nationaliste de la ville hellène monoculturelle. Ensuite parce que ça pose la responsabilité de la municipalité dans la persécution des Juifs et des Juives. On parle de 50 ans de silence. Le premier mémorial de la Shoah y est créé en 1997 seulement. Un monument est également construit sur le campus universitaire en 2014, après des années de refus de l'université pour rappeler l'existence de l'ancien cimetière. Malheureusement, ces deux mémoriaux sont très régulièrement vandalisés, notamment par le mouvement néo-nazi Aube dorée en pleine croissance depuis les années 2000, avec même des représentants au Parlement grec de 2012 à 2019. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, un terme que j'aurais aimé être plus joyeux, mais j'espère que ça vous a intéressé quand même d'en apprendre plus sur ce sujet. Salonique, ça a vraiment été un endroit charnière dans l'histoire du judaïsme, et c'est important de faire vivre cette mémoire que les atrocités du XXe siècle ont tenté d'effacer. Cette vidéo, c'est une petite pièce mise dans cet édifice mémoriel et historique, et je tiens à remercier énormément celui qui m'a proposé ce sujet et qui a fait un gros travail de recherche et d'écriture dessus. Il souhaite rester anonyme, mais vous pouvez le suivre sous son pseudonyme de Charosva sur son compte Twitter, dans lequel il a récemment pas mal tweeté sur l'histoire des Juifs de Salonique. C'est vraiment passionnant à suivre. J'ajoute qu'il est wikipédien, c'est-à-dire qu'il contribue à la rédaction de Wikipédia, cette encyclopédie libre en ligne. Alors si vous voulez vous faire plaisir, allez lire ses articles sur le sujet des Juifs et des Juifs de Salonique. Vous pouvez d'ailleurs vous-même contribuer à Wikipédia, et pour ça, n'hésitez pas à le contacter. Merci également à Esther Saltiel pour la relecture et la validation scientifique de ce script. Esther est doctorante en histoire à l'EHESS et rédige actuellement une thèse sur les migrations de Juifs de Grèce et de Turquie vers la France, l'Égypte et la Palestine mandataire, puis vers Israël entre 1900 et 1950. C'est la première fois en tout cas que je vous propose une vidéo qui n'a pas été écrite directement par moi, et je pense que c'est plutôt une belle réussite. J'espère avoir l'occasion de pouvoir recommencer ce genre de choses. Je rappelle que pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche, liker, commenter, partager et aussi faire un don sur notre page Utip pour que je puisse continuer à produire ces émissions. Merci aux premiers Utipeurs et Utipeuses d'ailleurs qui soutiennent mon travail, ça fait vraiment très plaisir. C'était 30 deniers pour Réli Garé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.